La nation est pour moi une façon la meilleure façon pour l'humain de vivre le projet que Dieu a voulu de nous. Et, je veux dire, le projet humain, il se doit aussi de s'incarner. Le projet humain doit s'ancrer, s'enraciner dans quelque chose, dans la nation et la patrie, qui se doit de doter d'un État pour protéger ces acquis-là dans une certaine conservation. C'est un moyen d'atteindre un équilibre du projet humain qui nous permet de vivre la liberté vraie, finalement, qui nous protège, du moins, de la liberté négative du libéralisme. Bonjour à tous, ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale. Bienvenue sur ce balado, la table ronde, où nous abordons des sujets, des questions oubliées par rapport à la spiritualité, au patriotisme et au conservatisme. Aujourd'hui, j'ai un invité, Simon Demers. Simon, tu es le président ou propriétaire et cofondateur de la maison d'édition Avant-Garde. Tu es aussi un père de famille, tu es catholique pratiquant. Ça, c'est les informations de base que j'ai sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Je pense que c'est une belle synthèse, là. Je me définis très souvent comme simple père de famille, là. Je pense que l'aspect national et théologique, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup puis qui donnent du sens, mettons, à ma vie de père. Mais je dirais d'abord père de famille, là. On a 5 enfants actuellement, mon épouse et moi, donc on a une vie bien remplie. J'ai aussi des études en théologie là, parallèlement. Je fais un cours par session à l'Université Laval. Donc, bref, c'est un peu ça. Ma vie est très remplie. Là. J'ai la maison d'édition, j'ai mon emploi dans le milieu communautaire aussi où je travaille. Donc, j'ai beaucoup d'occupations quand même, disons-le. Mais OK. qu'est-ce qu'on ferait? Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? OK. Ben oui, ben c'est ça. Puis la raison pour laquelle je trouvais que c'est une bonne idée de te recevoir, c'est que je pense que nous deux, on partage quelque chose en commun. Je pense que les deux, on veut porter le message catholique et les valeurs, en fait, les valeurs qui s'y rattachent à notre foi dans l'espace médiatique. Donc, moi, c'est à travers Internet, à travers un balado. Et toi, c'est à travers des livres, Mhm. la maison d'édition Avant-Garde. Je ne suis pas extrêmement familier avec ce projet-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où ça vient, quelle est la mission d'Avant-Garde et quelles sont les méthodes que vous utilisez pour atteindre cet objectif-là? Oui. Avant-Garde est un projet, en fait, qui a eu plusieurs noms à travers les années. Il y a déjà plusieurs, environ, je dirais quasiment 10 ans, on avait déjà, mon partenaire et moi, des idées de maison d'édition. Bref, on est tombé dans le milieu du livre, on est tombé dans l'amour du livre, en fait, nécessairement pas comme fin, mais comme moyen pour atteindre une certaine qualité de vie, des choses qu'on comprenait via les livres. Le monde du livre nous a fascinés, littéralement. C'est un merveilleux monde qu'on a voulu oublier. Je pense qu'on tente aussi de faire muter hein, en toutes sortes de médias autres, la lecture web, les vidéos, Internet. Puis c'est bien, hein, chacun a son travail. Toutefois, le livre, un coup qu'on a comment dire, le verbe de quelqu'un écrit dans une page, hein, on parle vraiment de manuscrit, de la main qui écrit dans le réel. Là. Il y a des choses, même quand on a édité Alexandre Cormier-Denis, pour ne nommer que lui pour l'instant, euh, même lui, à la base, quand on l'a approché pour ce projet-là, n'était pas convaincu que ça valait la peine d'écrire des textes qui étaient déjà disponibles sur le web. Il disait à quel point, tous mes textes sont disponibles sur le web. Mais d'avoir un produit livre dans ses mains, je pense qu'il a réalisé. Il a réalisé le pouvoir de transmission qu'avait le média du livre à travers les années. Puis même chose pour Jean-Claude Dupuis. Hein. Jean-Claude Dupuis, très bon historien, justement, pas plus tard que la semaine prochaine, on sort son prochain livre qui s'appelle Maître chez nous, un regard critique sur la Révolution tranquille. Puis en fait, lui, la même chose. Hein, il nous disait à quel point le domaine du livre était un domaine qui était mort et maintenant, il fallait se jeter sur le web, il fallait se jeter sur les PDF. Je ne serais jamais d'accord avec ça. Le domaine du livre est un domaine qu'on se doit de réinvestir collectivement et ne pas laisser la place à ceux qui l'apprendront. Dans les Renaud-Bré, il suffit de feuilleter quelques secondes et on voit qui domine les tablettes. C'est pas des livres catholiques, c'est pas des livres qui sont toujours très moralement acceptables, disons-le. Je pense qu'on a un devoir de père de famille aussi de faire rayonner au maximum des livres de qualité. Donc, voilà avant-garde un peu l'entreprise. Est-ce que tu as toujours été fasciné par le domaine du livre? Est-ce que tu as toujours beaucoup lu ou est-ce que c'est plus un intérêt qui s'est développé récemment ou il y a quelques années?
J'ai toujours eu un intérêt pour la lecture en général. Je dirais quand même que c'est à travers des figures là, qui m'ont quand même marqué au niveau Alain Soral, au niveau de la France, des gens qui avaient un verbe, une fougue dans leur façon de parler, qui m'ont ramené il y a environ 15 ans, je dirais, dans une comment dire, vraiment une entreprise constante de lecture. Tu sais, je suis devenu Mhm, une personne qui lit des livres maintenant tout le temps. J'accorde une grande importance aux livres maintenant. Fait que c'est un mélange, je dirais, un peu de tout ça. Mais ce qui était certain, c'est que l'entreprise avant-garde comme telle, pour moi, était une façon de faire rayonner la synthèse que mon partenaire et moi avons depuis toujours, hein, qui est une synthèse finalement entre une possibilité de rupture avec le Canada, c'est-à-dire l'indépendantisme québécois, et tout ça replacé dans un socle qui se doit d'honorer le catholicisme, finalement. mhm, Un peu à la manière de la Troisième République, hein, qui avait une sorte de républicanisme, mais qui était encore dans l'amour d'un monde ancien. Tu sais, dans l'amour, oui, la République, c'est complexe, on pourra en parler très longtemps, mais reste qu'il y avait quand même à cette Troisième République-là un amour et un hommage du moins à l'historicité catholique de la France. Et puis je pense que c'est qu'on essaie de ramener un peu en ce moment, c'est de sauver les meubles, finalement. Ce qui reste un peu mhm. des traditions catholiques au Québec. La doctrine sociale de l'Église, pourquoi pas, une restauration catholique, peut-être, pourquoi pas un jour. Mais tout de même de faire rayonner un certain honneur à l'Église, ramener les gens vers la culture réelle, finalement, et non pas la culture nord-américaine, hollywoodienne, la culture qui découle du culte, finalement. Mhm. Mais ça me fait penser à quand même plusieurs questions que j'aimerais poser. D'abord, est-ce que tu as toujours été, c'est ça, là évidemment, un des thèmes qui te sont très chers, c'est, de ce que tu viens de me décrire, c'est l'indépendance. Mhm. Euh, Est-ce que tu as toujours été indépendantiste? Euh, et puis là, j'aurais d'autres questions par rapport à la Troisième République française et puis le catholicisme, tout ça. Mais peut-être avant de vraiment aller dans le cœur, ben, plus dans la substance, là, comme est-ce que tu as toujours été indépendantiste? Est-ce que tu as toujours été catholique? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton cheminement par rapport à ces questions-là? Oui, ben, j'ai toujours été catholique, donc j'ai été baptisé à l'âge de quelques mois. Donc oui, j'ai été catholique de la naissance, confirmé, tout ça. Je fais pas partie de la génération des jeunes personnes qui ont oublié d'être confirmées. Je sais pas, Philippe, si Mhm, tu fais partie de ces gens-là, mais je sais qu'il y a une certaine partie des gens de 20 et 30 ans actuellement qui on sait pas trop ce qui s'est passé, mais la confirmation a pris le bord entre ces années-là. Mais non, j'ai toujours été catholique. Toutefois, j'ai surfé quand même dans mes premières années de conversion, je dirais, avec le sédévacantisme, là, je vais le dire bien honnêtement. Je cherchais à travers l'Église des réponses brutales et un peu superficielles. C'est ça que je cherchais un peu en l'Église, le Père que tout jeune homme cherche, finalement. Je cherchais un père viril, brutasse, qui allait me dire... Puis finalement, je ne le voyais pas dans l'Église. Hein. Je ne le voyais pas dans l'Église conciliaire. Je ne le voyais pas dans tout ça. Donc, rapidement, j'ai eu ces réflexions-là de dire, ben l'Église est morte. Donc maintenant, c'est les temps sombres. Et puis maintenant, ben... puis bref, ça m'a pris quand même quelques mois. Réaliser que tout ça était du néo-protestantisme mhm, un peu bizarre. Puis finalement, je suis retourné à la foi catholique là, via plein d'auteurs, dont saint Thomas, saint Augustin, et tout ça. C'est pas nécessairement des auteurs que j'ai, comment dire, que j'ai poncé, là. Je veux dire, je suis quand même un pragmatique. Je pense que je suis quelqu'un qui aime embrasser le tout. Je suis pas un spécialiste comme de Laurence que tu avais reçu justement à quel point était mhm, calé sur saint Thomas. Moi, c'est beaucoup plus dans le respect du tout, saisir le mouvement du tout. Mais oui, mhm, donc j'ai toujours été catholique, malgré ce petit moment de divagation-là, ce dévac, là, qui a duré le temps de quelques mois. Euh, Puis l'indépendance est arrivée un petit peu plus tard. Je dirais l'indépendantisme est arrivé un petit peu plus tard. Mais j'ai jamais connu, j'ai jamais réussi à comprendre ce pays-là qui est la Confédération. Hein. J'ai jamais réussi à comprendre ce projet bureaucratique-là. J'ai jamais réussi à comprendre à quel point on n'avait jamais réussi vraiment à s'en défaire. Puis depuis toutes ces années-là, j'essaie finalement de réussir à réfléchir la nation à travers le prisme de l'Église catholique. Tu sais. Ce qui n'est pas mhm, si facile, parce que pour faire suite à l'entretien que vous aviez avec M. Warren il y a quelques semaines, l'ultramontanisme qui serait finalement la panacée de ce que je devrais reconnaître dans l'Église catholique, finalement, n'était pas nécessairement en accord avec une séparation du Canada. Donc, tu sais, il y a quand même un enjeu par rapport à ça. On voit à quel point le combat national n'est pas évident.
il est jamais très, très facile à, à cerner. Donc, Mhm. depuis toutes ces années-là, ce que je travaille, c'est de trouver une synthèse qui serait capable de dire oui, finalement, à une éventuelle rupture du Québec avec la Confédération pour honorer la terre des pères, finalement, qui est la terre des Français en Amérique, qui est le seul territoire qui nous reste, Mhm. pour le bénéfice de la nation canadienne-française. Puis, tout ça dans la possibilité, finalement, d'être vu à travers les lunettes d'un catholique qui comprend la doctrine sociale de l'Église, qui comprend les enseignements de l'Église. Donc, c'est un combat qui n'est pas évident, quand même, Mhm. à faire comme synthèse. Mais je suis là-dedans depuis des années, je tente de le faire. Mhm. Donc, OK, ben, c'est vraiment intéressant. Tu essaies, dans le fond, de convaincre les gens qui sont ben, les Québécois, euh, à la fois d'être. C'est comme ces deux combats qui sont assez difficiles. Convaincre les Québécois d'être catholiques et d'être nationalistes. Mhm. Il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre qui sont aucun des deux. Il y en Mhm. a qui sont l'un sans être l'autre nécessairement. Mhm. Euh, Comment est-ce que tu ferais pour convaincre, mettons, un Québécois, parce que je pense que c'est très représentatif, mettons, de ma génération. Parce que là, Mhm. comme tu avais dit, il y a beaucoup de gens de ma génération qui n'ont même pas été confirmés. Puis là, moi, j'ai été confirmé, là, mais beaucoup de gens de ma génération n'ont même pas été baptisés, ont même pas même les connaissances de base sur, même pas vraiment la notion comme d'avoir hérité du catholicisme. Mhm. C'est rendu vraiment quelque chose comme d'étranger, de Mhm. lointain. Ouais. Et en même temps, bon, là, on voit un espèce de regain d'intérêt pour l'indépendance, mais il y a encore beaucoup de jeunes Canadiens, Français, Québécois qui sont déracinés, qui comprennent pas vraiment pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'indépendance. Donc, mettons, je dresse le portrait d'un archétype, là, du jeune Canadien français qui est ni l'un ni l'autre, qui est un peu... mais qui a malgré tout un cœur qui est ouvert à chercher la vérité. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre genre d'embarquer dans le projet qui est le tien? Mais je pense que d'abord et avant tout, c'est le combat de la culture. Je pense avant tout, c'est la question primordiale. Euh, le témoignage en Église est toujours un témoignage qui est pas évident, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui, toi, je pense que tu fréquentes une certaine paroisse traditionnelle, là, il me Mhm. semble, Philippe. Ouais, je Moi vais de à même, la tu vas à Fraternité Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ouais. Ouais. Je vais à Saint-Pierre aussi depuis quelques années, mais je fréquentais Saint-Pédis aussi depuis plusieurs années. Mais maintenant, c'est Saint-Pierre. Je dirais pas ce que je pense de Saint-Pédis, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a plusieurs nuances à apporter. Ce que je dirais à un jeune, c'est d'abord et avant tout l'amour de la culture, la compréhension de la culture canadienne-française dans son essence. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça vraiment que je me suis intéressé à la cause nationale. C'est via les auteurs, via les gens qui ont nommé le réel canadien-français, qui ont nommé nos défaites, nos traumatismes. C'est via ça qu'on se réapproprie l'histoire. Euh, la rupture de la Révolution a tellement été dur. Tu sais, on l'appelait la Quiet Revolution. Elle était pas si tranquille que ça, comme dirait Jean-Claude Dupuis. C'est une révolution quand même qui a infiltré l'Église. C'est une révolution qui a été très dure pour les cœurs et les âmes en général. Euh, Puis les adeptes de la rupture, les rupturistes, nous font un malin plaisir comment dire, à nous rappeler à quel point on n'est plus dans l'histoire, puis que d'avoir un certain respect pour l'Église, c'est quelque chose comme du poison, finalement. C'est quelque chose comme j'ai dit un peu quand on s'est parlé avant l'entrevue, mais c'est de ramener les sédiments d'un monde qui est mort, puis tu veux pas être cette personne-là, hein. Tu veux pas être la personne qui fait vivre un passé cancéreux qu'on devait abattre ou qu'on devait... Donc, c'est ça. Moi, ce que je dirais d'abord et avant tout à ces jeunes-là, puis c'est pour ça que le média du livre, pour moi, est intéressant, puis c'est pour ça que, justement, récemment, on a réédité les récits laurentiens de Marie-Victorin. Tu sais, de part et d'autre, encore une fois, le frère Marie-Victorin, il était aimé par des libéraux, il était détesté par des tradis, trop libéral pour un, trop religieux pour l'autre, très complexe. Mais dans ces écrits-là, comme dans Flore Laurentienne, dans Récit Laurentien, il y a un amour du pays qui est nommé, qu'on retrouve dans aucune œuvre culturelle récente au Québec. Donc, de se réapproprier ces œuvres-là, déjà, c'est un bon départ. Je pense que c'est un bon départ. Je te dirais pas qu'écouter des séries québécoises sur Netflix est une bonne idée. Je comprends pas ce qui se passe dans les séries québécoises sur Netflix. Je sais pas s'il y en a des bonnes, mais c'est pas les médias que je privilégierais. Je pense que vraiment, il y a tellement de grands livres, de grandes œuvres
Félix-Antoine Savard, des Honoré Beaugrand, oui, que quoi, anticlérical, mais tout ça. Bref, et tellement de grands auteurs au Québec que je pense que ça vaut la peine d'abord et avant tout chez nos jeunes de faire connaître ces gens-là. Et je pense que c'est notre devoir à nous de gens qui connaissons un peu plus le domaine du livre au Québec, de faire connaître la culture. D'abord, et je pense qu'il y a aussi plusieurs personnes de nos rangs qui se sont converties via, justement, les rapaillages de groupes, via, justement, Pour la patrie de Jules-Paul Tardivelle. Je pense que les gens ont un certain amour d'abord du catholicisme culturel. Puis c'est suite à ça, je pense, que le témoignage en Église se fait, l'accueil puis le premier témoignage. Et à ce moment-là, je pense qu'ils découvrent la foi. Et Mhm. je connais pas d'autres arguments vraiment valides pour essayer d'amener des gens à l'Église aujourd'hui, tellement on est dans un monde qui a été renversé. Je pense que l'amour vraiment de la culture canadienne-française est un levier incroyable pour faire aimer l'Église, qui a été son Mhm. bastion, finalement. Mhm. Puis, mettons, si je joue l'avocat du diable ici, là, toi et moi, on est tous les deux, on est catholiques. On croit, c'est ça, on est au courant que il y a une hiérarchie de valeurs dans nos vies et Dieu, évidemment, c'est la valeur la plus élevée, c'est le bien le plus suprême. Mhm. Est-ce que dans le mouvement nationaliste et comme clérico-nationaliste euh, que j'ai fréquenté, que toi aussi tu fréquentes, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce danger-là de mettre la nation un peu au même rang que Dieu ou Ouais. de commettre une espèce d'idolâtrie? Qu'est-ce Oui, que tu répondrais à, mettons, cette inquiétude-là? oui, c'est une inquiétude qui est confirmée. Je dirais que l'idole de la nation est un mal en soi qui est très dur. La nation n'est pas une fin, hein. Mhm, La nation est comment dire, est la façon de rendre corporel l'humain dans son projet, hein. Finalement, comme on s'est incarné, comme le Christ s'est incarné, mais la nation, pour moi, via sa patrie, hein, via sa terre, la terre des pères, la nation est pour moi une façon la meilleure façon pour l'humain de vivre le projet que Dieu a mhm, voulu de nous, tu sais. Euh, L'enjeu est vraiment là. Je pense que les gens sortis de l'histoire, les gens en dehors d'un culte, en dehors d'une foi, l'enjeu est vraiment de voir la nation comme une fin, hein. C'est de voir la nation dotée de son État comme une fin en soi, comme quelque chose qui protégerait tout, comme quelque chose qui nous empêcherait, comment dire, qui nous protégerait du libéralisme, comme quelque chose qui nous protégerait de la mondialisation, du mondialisme. Euh, Effectivement, c'est un danger qui nous guette constamment. Euh, je me rappelle de Charles Péguy parlait justement du corps de la patrie, de la réalité charnelle de la nation, tu sais. Puis c'était de voir à quel point il fallait se méfier de ce qu'on appelait justement l'hôtel de la patrie versus l'hôtel de Dieu, tu sais. Puis je pense que la doctrine sociale de l'Église, en quelque sorte, comprend ces deux entités-là et tente de faire un pont qui est constamment un échange, une relation. Euh, j'ai quand même pas mal de difficultés, je te dirais, avec les gens qui, d'emblée, étant très pieux, tu leur poses la question de la nation, puis c'est comme, oh, non, 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 la nation, mhm, idolâtrie, attention. Non, non. Je veux dire, le projet humain, il se doit aussi de s'incarner. Le projet humain n'est pas dans mhm, un cosmopolitisme constant, une diversité constante. Je veux dire, Dieu a voulu la diversité, mais il n'a pas voulu cette diversité qu'on nous impose, là. Je veux dire, le projet humain doit s'ancrer, s'enraciner dans quelque chose, dans la nation et la patrie, qui se doit de mhm, doter d'un État pour protéger ces acquis-là dans une certaine conservation. Donc, oui, effectivement, c'est un danger qui guette, puis on va se le dire bien honnêtement, les jeunes indépendantistes ou les gens indépendantisme qui sont vraiment dans un élan civique de l'indépendance du Québec ont une idole au cœur. Clairement, ces gens-là ont une idole. Et je pense que c'est pas impossible de se battre avec eux, hein. C'est pas impossible de se battre avec des gens qui ont des idoles. Toutefois, il va mhm, falloir qu'ils réalisent que la nation ou l'État-nation n'est pas une fin en soi. Il est un moyen d'atteindre un équilibre du projet humain qui nous permet de vivre la liberté vraie, finalement, qui nous protège, du moins, de la liberté négative du libéralisme, justement. mhm. Là, ça fait quelques fois que tu parles de la doctrine sociale de l'Église. Juste, mettons, quelqu'un qui écoute et qui sait pas c'est quoi, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la doctrine sociale de l'Église en général et plus spécifiquement, selon toi, c'est ça, mettons, tu as parlé d'un catholique qui serait un peu apeuré à chaque fois qu'on parle de l'enjeu du nationalisme. Euh, c'est quoi la place?
du patriotisme, selon toi, dans la doctrine sociale de l'Église? Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans Action Vitale, là, puis je pense que, Mhm. tu sais, il y a vraiment un plaidoyer à faire là, par rapport ben, à la présence du patriotisme là, dans le magistère Mhm. de l'Église. C'est quelque chose qui existe. Comment est-ce que toi, tu perçois tout ça? C'est complexe. J'ai essayé de pencher sur la question il y a quelques années, justement, en lisant des auteurs personnalistes chrétiens, finalement, un peu Jacques Maritain, Emmanuel Mounier. J'ai essayé de comprendre, tu sais, leur vision. Euh, oui, je suis arrivé un petit peu plus tardivement, là, nécessairement que la doctrine sociale de l'Église, mais j'essaie de comprendre la synthèse idéologique qu'il y avait à faire dans tout ça. Puis c'est très complexe. L'Église a toujours eu peur du fixisme. Tu sais, l'Église étant universelle, universaliste, tend à ouvrir, à accueillir, puis on le voit depuis justement le début du 20e siècle, à quel point l'Église tente de combattre un peu le sectarisme ou un certain fascisme, communisme ou peu importe. Euh, Comment nommer ça? En fait, je pense que l'Église, dans cette doctrine sociale-là, se méfie toujours un peu des nationalismes de base. Parce que je pense que dans certains cas, il peut y avoir de l'abus. Hein. Tu sais, je veux dire, effectivement, quand tu fais de la nation ton idole, ben, je pense qu'il y a des dangers qui peuvent guetter qui peuvent guetter tout ça. Là. Donc, c'est complexe. Je suis pas un spécialiste, sincèrement, je te le dire, de la Mhm. doctrine sociale de l'Église. Je connais un peu je connais comment dire, les hémisphères idéologiques, où on se dirige avec tout ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une certaine méfiance au niveau du nationalisme, parce qu'à l'époque où elle a été énoncée, hein, disons-le, que c'est des moments où que déjà il y avait la fermentation du début du fascisme. Quand même, on commençait, on n'était pas très loin hein, de ces années-là. Mhm. Donc, il y a quand même quelque chose de... Oui, c'est une doctrine qui date ultimement depuis plus longtemps que ça, mais qu'elle a été énoncée et puis synthétisée. C'est ça. Donc, elle se méfie, je pense, d'emblée du nationalisme. Et encore Mhm. aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, on a des preuves, encore aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de preuves à quel point l'Église se distance de tout propos qui pourrait cantonner un peuple à sa nation. Hein. On est beaucoup dans l'ouverture. Mhm. Et des fois, une trop grande ouverture peut amener beaucoup de problématiques aussi. Là, mais... Mhm. Mais, mettons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait que le nationalisme, c'est une des grandes idéologies qui est venue comme remplacer le christianisme lors Mhm, de son déclin? Parce que j'ai mhm, l'impression que c'est beaucoup ça l'argument que j'ai entendu. Puis là, parce qu'il y a l'espèce de débat comme, je sais pas, étymologique ou sémantique, là. Est-ce qu'on est patriote ou nationaliste? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Euh, des gens qui disent que le nationalisme, c'est comme ça classé au même rang que le communisme puis le libéralisme, comme ouais. des idéologies qui sont venues remplacer la La vie, chrétienté, oui, oui. versus, ben, je- moi, je pense que dans le contexte québécois, on a utilisé le mot nationalisme de façon un peu différente qu'ailleurs, là. Mhm, C'est-à-dire, en France, quelqu'un se dit nationaliste, on le regarde avec des gros yeux, là. Euh, mais, mais ici, se dire nationaliste, on dirait, c'est tout simplement vouloir avoir une doctrine sociale une doctrine politique qui prend en compte la nation québécoise. mhm. Euh, donc là, en fait, c'est ça. Est-ce que pour toi, le nationalisme, c'est vraiment... euh, serait quoi ta définition du nationalisme et en quoi est-ce que elle serait différente de ce que peut-être l'Église a condamné? Mhm. C'est qu'encore une fois, je pense qu'il faut cerner les moments où les termes ont été nommés. Je veux dire, le nationalisme au Québec, exemple, est pas nommé depuis excessivement longtemps. Là. Je veux dire, on s'entend qu'il était quand même une réponse aussi, j'ai l'impression, à un certain monde libéral. Disons-le. Hein. Mhm. Il y a quand même eu l'effet libéral. Il y a quand même eu... donc, tout ça, tu sais, le protestantisme, le projet libéral qui, de plus en plus, hein, ces mâchoires nous écrasaient. Je pense que le nationalisme est un moyen de protéger le projet humain d'une certaine invasion libérale, dans une certaine mesure. Hein. Il y a moyen d'avoir une nation un peu plus libérale qu'une autre, tout ça. Mais je pense qu'à la base, la nation devenait une sorte de protectorat dans un monde où on se faisait envahir finalement par le monde. Puis quand je parle du monde, je parle comment dire, de la banque, des pouvoirs extérieurs, justement de la Confédération via Westminster, tout ça. Euh, Puis bref, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire que finalement, la nation est... je la vois pas comme nécessairement
un équivalent au fascisme ou, comme tu disais, au communisme. Là, Mhm, je vois pas l'intérêt de le nommer de la chose. Moi, je le vois vraiment comme un peu à la manière que Peggy parlait, hein, la patrie, qui est davantage le territoire, la terre des pères, hein, l'hommage aux pères. La nation qui est mhm, davantage comment dire, le pouvoir de dire nous, finalement, hein. La nation est un peu la capacité que l'humain a de nommer son nous via la terre des pères. Et cette terre des mhm, pères-là peut être habitée par plein de personnes, mais ce qui est à dire que c'est la capacité que l'humain a de dire nous. Euh, donc, je vois pas en quoi le projet humain pourrait être vécu autrement, finalement. T'sais, moi, c'est vraiment ma mhm. vision. Je ne sais pas à quel point. Je sais que l'Église est quand même a de la difficulté à entendre ce point de vue-là. Je pense qu'historiquement, elle a peut-être des enjeux, comment dire, avec tout ce qui a pu se passer à travers ça. Mhm. Mais voilà. Ouais, ben parce que moi, dans mes recherches, j'avais trouvé au contraire que, mettons, dans le magistère de l'Église, on voit ben, juste le catéchisme le plus récent, là, Mhm. ben, le catéchisme qui a été fait sous Jean-Paul II, là, Jean-Paul II, ouais. euh, qui mentionne dans la section du quatrième commandement, ça mentionne explicitement que ça s'étend, que une des applications du quatrième commandement, qui est d'honorer son père et sa mère, c'est ben, de servir et d'aimer sa patrie, puis Absolument. d'honorer ses ancêtres, puis Absolument. euh, chez saint Thomas d'Aquin, ça dit la vertu de la piété, il faut, ben, ça s'étend en Dieu en premier, Mhm. mais à la famille et à la patrie également. Absolument. Donc, fait- puis là, dans les encycliques de Léon XIII aussi, tout ça, je veux dire, je pense que clairement, l'Église nous dit que le patriotisme, c'est une vertu morale Mhm. qui est comme, c'est, c'est, euh, c'est un dû de justice, en fait. C'est Oui. comme, on commet une injustice si on renie, si on renie nos ancêtres. Mais là, tu sais, dit ça comme ça semble vraiment comme évident, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de nos contemporains, on dirait que c'est des concepts qu'on n'articule pas souvent, mais vraiment, en tant que chrétien, il y a un devoir de justice. Comme je dois aimer ma mère puis mon père, ben, je dois aimer leurs parents à eux aussi et je dois aimer mes ancêtres puis et les Mhm. honorer de manière générale. Donc, Oui, oui. La je terre pense des vraiment pères, il y, a c'est il y a aussi quelque chose de clair. la terre des pères, c'est aussi la terre du prochain fils. Hein. C'est la tradition, c'est ça, c'est en mouvement, c'est une continuité. Je pense que Mhm, le terme que l'Église a un petit peu plus de difficulté, c'est la nation politique. Je pense que mhm, l'entité politique de la nation, l'Église n'aime pas nécessairement faire de la politique des cités là, à ce niveau-là. Puis ça me fait penser, tu sais, mhm, dans une. Mais je pense que la différence est un peu venue au moment des guerres de religion. Tu sais. Je pense que à partir de ce moment-là, où il y a eu l'ennemi intérieur, hein, ce que Carl Schmitt appelle justement l'ennemi versus l'ami. Là. Tu sais, l'ennemi comment dire, qui est plus l'adversaire à l'extérieur du cercle de feu, là, mais finalement qui est à l'intérieur de la cité. Là, finalement, ton frère qui devient un adversaire, justement au moment des fameuses guerres de religion, tout ça. Ça a redéfini une certaine partie de ce qu'on pouvait dire du nous, finalement. Si le nous croit pas à la transubstantiation, si le nous ne croit pas à la Vierge Marie, je veux dire, comment peut-on dire nous dans les cités si on fait partie de mon voisin, je veux dire, a des enjeux par rapport à la Sainte Trinité, tu sais, je veux dire, ça devient complexe de nommer le nous mhm, à partir du moment qu'il y a une certaine dissension dans le corps social. Fait que je pense que les guerres de religion, du moins, ont quand même façonné le début des appellations, tu sais, ce type de protectorat-là qu'on se devait de nommer comme catholique. Tu sais, je pense que la patrie, tout ça, vient un peu de cette dissension interne-là au corps social qui date quand même de vraiment pas si longtemps sur l'histoire de l'humanité. La chrétienté, mhm, pas tant que ça non plus, mais qui est un combat interne à mener qui est quand même difficile. Et qui vient, je pense, un peu ponctuer la raison pour laquelle le mot nation est apparu dans le lexique, du moins. Le protectorat, la nation, la patrie. mhm. Mais c'est quand même intéressant, je veux dire, que dans les guerres de religion, ça a mené. Si selon toi, c'est à cause que c'est un peu l'ancêtre des clivages politiques, comme Oui. gauche-droite, Mhm. comme le débat politique, le fait que à l'intérieur même d'un pays, les gens soient polarisés sur le plan idéologique. Mhm. Est-ce que c'est c'est vraiment intéressant, j'avais jamais entendu ça ou pensé à ça. Parce qu'il y avait une Mais homogénéité, hein, on va se le dire. Là. Les gens se rejoignaient
sur à peu près tout dans la cité, là. Les gens se rejoignaient justement sur tout ça. Sur le perron de l'église, il y avait une scène. Le Moyen Âge, c'était ça en général, hein. Il y avait, oui, il y avait des guerres, il y avait tout ça, mais reste que globalement, il y avait une certaine, comment dire, une loyauté, une fidélité, un corps social qui était relativement solide. Puis les guerres de religion, les premières guerres de religion, la protestation a amené l'ennemi, finalement, qui, je sais pas, je me rappelle plus de l'auteur qui nommait ça, justement, qui dit à partir du moment où que, le- avant, c'était clair, hein, dans le monde primordial, l'ennemi, c'était celui qui était dans la noirceur, celui qui était à l'extérieur du cercle de lumière mené par le feu. Finalement, on était tous ensemble en communauté, près du feu, puis tout ce qui était à l'extérieur du cercle devenait l'ennemi, devenait le mal. Tu sais. À partir du Mhm. moment que l'ennemi est assis près de toi au feu, c'est-à-dire que il y a une complexité. Je veux pas dire que tous les protestants, là, tu sais, je veux dire, on pourra en parler vraiment longtemps de tout ça, mais reste qu'il y a eu quand même une certaine dissension à ce moment-là, qui est, comme tu l'as bien nommé, je pense, l'ancêtre du clivage gauche-droite. Mhm. Qui, donc, donc voilà. Fait Ouais. que, juste pour donner un peu de contexte pour que les gens comprennent, moi, je suis pas un féru, peut-être pas autant un féru d'histoire que toi. Euh, la guerre de religion, je pense que c'est la guerre de 30 ans. Il y a eu Ou plusieurs. c'est. Il y a eu Est-ce que tu peux plusieurs. nous. Ouais. Ben, Est-ce que tu peux honnêtement, moi, juste nous je vais te donner, dire, nous je expliquer suis un peu. vraiment pas un historien, hein. Je serais vraiment pas le meilleur pour expliciter sur les guerres de religion, là. Je te le dis bien honnêtement. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la philosophie politique, la philosophie de la théologie, ce qui est Ok. derrière. Je serais pas à l'aise de tout te dire comment tous les paramètres. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je vais te dire sincèrement, là, je suis dans Mhm. l'embrassement du. Finalement, j'essaie d'embrasser le mouvement du tout ça, mais je suis pas nécessairement un fin connaisseur. Et j'irai peut-être pas sur Ok. ce terrain-là Mais, mais pour pas globalement, me tromper. mais globalement, ce que tu avances, c'est que euh, au Moyen Âge, il y avait une homogénéité religieuse. Ben là, il y avait eu les croisades, là. Puis là, je sais pas si ça joue dans ta thèse, mais éventuellement, hormis les croisades puis les conflits avec les musulmans, il y avait il y avait une chrétienté qui était quand même intègre Mhm, en Europe, même si, bon, il y avait des hérésies, mettons, dans le sud de la France ou autre, mhm. mais comme Oui. il y avait cette homogénéité-là la plupart du temps. La réforme protestante est arrivée, et là, soudainement, il y a eu cette fraction-là. Puis là, Mhm, dans des mêmes pays, à l'intérieur même d'un pays, peut-être même à l'intérieur même de villes, genre dans la même ville, il y avait des gens qui étaient catholiques, puis d'autres qui étaient protestants. mhm, Puis là, soudainement, c'est un peu comme l'espèce d'ancêtre de aujourd'hui, mettons, de- moi, chez nous, on vote, ma famille, on vote de telle façon, puis là, les voisins votent de telle autre façon. mhm. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu à un autre degré, là. À l'intérieur même des familles, les gens votent plus de la même façon. C'est comme, on est dans une société de plus en plus polarisée, et selon toi, il y a un lien avec ben, la fracture qui s'est faite à la Oui. réforme Et protestante. le projet, disons-le, le projet mystique d'établir un pays, la plus belle des France, sur les rives du Saint-Laurent, était en quelque sorte une façon d'éviter ces combats intestins-là. Et la raison première des colonisations, c'est plusieurs l'avancent à quel point c'était une façon d'essayer d'éviter justement les guerres dans les entrailles qui faisaient que finalement les catholiques avaient de la difficulté à vivre une vie catholique Hmm. à ces moments-là, justement, des premières grandes colonisations. Donc, il y a Parce un que là, enjeu par rapport à ça. Ouais. mais là, on touche vraiment à quelque chose de très fondamental, là. Genre, c'est quoi l'identité québécoise? C'est quoi? En fait, pourquoi est-ce qu'on existe, les Québécois? Là, tu viens d'utiliser ce terme-là, la plus belle des France, une espèce en fait, c'est ça, c'est la nouvelle France. Mhm, Euh, Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? C'est comme, pourquoi est-ce qu'on existe comme mhm. Québécois? Mettons, d'un point de vue à la fois patriote et catholique, c'est comme, c'est quoi la mission, Ouais. cette espèce de mission-là que tu commençais à décrire? C'est très anachronique d'essayer de conceptualiser une vision qui est plus du tout partagée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autrefois, de faire connaître Dieu au loin du monde comment dire, c'était inhérent aux catholiques de base. Hein, et quand on a su, je parle vraiment pour les Français, quand on a su qu'il y avait des peuplades, il y avait des gens sur sur le nouveau territoire-là qui étaient
comment dire, à faire rayonner le Christ jusqu'à eux. Et les gens se sont rués, d'un, pour faire vivre la plus belle des France, c'est-à-dire de recréer un pays, une patrie dans lesquelles on pourrait être 100% catholique, sans guerre intestine. Puis, finalement, à travers tout ça, ben, les missionnaires, hein, tous les gens qu'on a eus, justement, les pères Chamonix, tout ça qui sont venus, finalement, amener le Christ à ces peuplades-là, qui, finalement, l'ont accueilli majoritairement très positivement. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire que les Français, on est arrivés, on a imposé la religion, on a posé la croix, puis on a génocidé. C'est pas du tout la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient contents de connaître Dieu. On va se le dire, là. La plupart des Autochtones sur le territoire à ce moment-là étaient contents de connaître Dieu. Parce que ce Dieu d'amour-là venait répondre à une crainte qu'eux avaient depuis toujours. La crainte de mourir, de se perdre dans les limbes du néant. Eux, après la mort, hein, au niveau eschatologique, la plupart des Amérindiens n'avaient aucune réponse. Et pas de... Il n'y avait rien. Donc, le Dieu d'amour est venu répondre, finalement, à ce malaise-là comment dire, qui était connu dans la population amérindienne. Donc, la plus belle des Frances, avec une mission, oui, de recréer une petite France qui pourrait être 100% catholique. D'ailleurs, d'abord à Ville-Marie, puis après sur le reste du territoire. Mais tout ça pour, justement, être capable de venir aussi, à travers ça, venir faire connaître Dieu au loin du monde. Les loin du monde étaient effectivement en Amérique à ce moment-là. Donc, la mission du Canada français, de la Nouvelle-France, puis du Québec, a toujours été nécessairement une mission mystique, là. On peut maintenant leur virer comme on veut, puis dire que, ah bon, finalement, maintenant, c'est ça, y a plus rien. Mais ça a toujours été ça. Même qu'il faut pas oublier la vision mystique de Jérôme Le Royer, on en parle parfois. Mais reste que j'aime le rappeler, des fois, pour me rappeler à quel point la plupart des entreprises de missionnaires qui sont partis de France pour venir ici en Nouvelle-France ont parti d'une idée mystique qui n'a pas été autorisée par l'Église, là, disons-le. Mais bref, c'est l'idée même de l'existence du Québec est née d'un projet catholique. Mhm. Ben, c'est ça, on tend à l'oublier, mais il y a quand même plusieurs des membres fondateurs de la nation québécoise qui aujourd'hui sont des saints. C'est-à-dire comme ben bon, là, on pense à Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, ouais, saint ou bienheureux là. Marie de l'Incarnation. Oui, Marie de l'Incarnation, bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, Augustin. toutes sortes des gens. Puis ça me fait penser, j'avais lu à un moment donné la biographie de bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Puis juste quelque chose qui m'a quasiment donné les larmes aux yeux, genre quand elle traversait l'Atlantique, était comme était tombée malade, elle était à l'article de la mort, et dans son journal, elle avait écrit que, alors qu'elle était sur le point de mourir, elle a vu la Vierge Marie, ben, elle a vu d'abord le diable et tous ses péchés apparaître, et à un moment, elle était persuadée qu'elle allait en enfer, et puis là, soudainement, la Vierge qui apparaissait et qui dispersait le diable, et là, la Vierge Marie lui donnait le choix entre mourir maintenant et avoir l'assurance d'être sauvée, ou continuer à servir les pauvres et en fait à construire la Nouvelle-France et faire la volonté de Dieu. Elle a choisi de continuer à vivre et même de risquer son propre salut parce que, donc, non, c'est plus seulement genre ne pas craindre la mort, c'est un autre niveau complètement de courage, comme ne pas craindre de risquer son propre salut. Ouais. C'est comme un degré on comprend pas le courage de ces gens-là qui ont fondé notre pays, qui ont comme la pure détermination à servir Dieu. C'est comme, on peut pas comprendre ça dans notre esprit moderne. C'est juste incompréhensible. Ouais. Mais pourtant, c'est à cause d'eux qu'on existe. Donc, comme un peu par gratitude, il faut s'intéresser à pourquoi, qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qui les a... pourquoi est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on a un devoir de s'intéresser à ça. C'est comme la gratitude de base. Absolument. Tu sais, la terre des pères, c'est cette terre-là. Hein. Il y a un niveau il y a une différence de degré, mais reste que la terre des pères, c'est la terre de ces héros-là. Hein. Et je pense que le sort de la culture, finalement, nous demande de ramener ces gens-là de l'avant constamment. Hein. Oui, la tradition, comme on dit, c'est un fil conducteur, c'est une continuité, c'est un mouvement. Mais c'est ce qu'on appelle les temps héroïques. Hein.
Ces temps héroïques-là demandent d'être rappelés sans cesse. C'est pas normal qu'un jeune de 18 ans connu aujourd'hui ne connaisse pas Delorimier ou ne connaisse pas Delors des Ormeaux, ne connaissent pas Jeanne Mance. Ça n'a aucun sens. T'sais. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mhm. On est probablement un des seuls pays du monde où que les gens ont volontairement caché ou essayé d'éteindre ce passé-là. Donc ça pour ramener un peu toutes les idées qu'on vient d'avancer au présent. Aujourd'hui, on voit l'état actuel du Québec, vraiment un des endroits les plus à gauche en Amérique du Nord. Il y a vraiment eu cette fracture-là avec le passé qui était catholique. Euh, Est-ce que tu te dirais aujourd'hui que tu t'identifies est-ce que tu dirais que tu es de droite? Et si oui, pourquoi? Puis après ça, j'aurais d'autres questions comme comment réunir la droite? Parce qu'ici au Hum, Québec, on voit qu'il y a une droite qui est bon, il y a une droite économique hum, qui est pas toujours alliée avec la droite nationaliste. hum, Et aucun des deux n'est vraiment jamais allié avec la droite catholique ou la droite hum. religieuse, qui, bon, on pourrait dire probablement, là tu vas répondre à la question, mais auquel je m'identifie, et peut-être à laquelle tu t'identifies aussi. Ouais. Est-ce qu'il faut unir les droites, et si oui, comment? Oh, forte question, grande C'est question. une grosse question, oui. Est-ce que je me considère de droite? Moi, sincèrement, tu sais, puis tu le vois avec Avant-Garde, qui est notre adage, j'ai ni à gauche ni à droite en avant, hein, qui est pour venir paraphraser une phrase que Bernard Landry a dit. Euh, Ça m'a toujours parlé, en fait, cette non-volonté du clivage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument soustraire la gauche, le terme de gauche ou le terme de droite parce que ça divise. Là, je suis pas là-dedans. Par contre, il y a une perte de sens, il y a une perte de compréhension des concepts réels derrière la gauche et la droite. Là. On est loin d'être la gauche progressiste, la droite réactionnaire de 1789. Là. Il y a quand même une mutation en mouvement de ce que ça veut dire la gauche et la droite. Est-ce que je me considère de droite? Ben, je pense que oui, je me considère de droite, disons-le, parce que conservateur. Donc, la conservation a nécessairement fixé les paramètres. Donc, nécessairement à droite. Toutefois, est-ce qu'il faut... la droite économique, pour moi, puis je te le dis bien sincèrement, j'ai tenté dans ma tête plusieurs fois de conceptualiser la droite économique, en quoi elle était de droite. Je suis jamais vraiment arrivé à une réponse constante, une réponse réelle. Outre, mettons, une certaine défense de la propriété privée, une certaine défense peut-être de la liberté d'entreprise. En soi, pour moi, c'est le pendant droite économique, finalement, de la gauche libérale libertaire, finalement. La liberté des mœurs d'un côté, la liberté économique de l'autre, finalement, c'est deux mâchoires du libéralisme. Je vois pas en quoi la droite économique est une droite. Oui, peut-être un peu moins d'État, OK? Là-dessus, on peut rejoindre une certaine partie de la doctrine sociale de l'Église, justement, qui minimise le plus possible le poids de l'État pour mettre l'individu le plus près possible du pouvoir. Euh, Ben, le Moi, principe de cette partie-là, subsidiarité, dans le fond. la subsidiarité, absolument. Moi, la partie droit économique, sincèrement, je ne vois pas en quoi elle pourrait être ramenée. J'ai vu des gens très pertinents, comme justement François Fournier, là, nommé dans une publication Facebook qu'il fallait s'unir et voter oui s'il y avait un référendum. J'ai été sous le choc. Je ne m'attendais pas à pouvoir voir ça de mes yeux un jour. Mais peut-être, François Fournier, pour ceux, juste pour être sûr qu'on comprenne, c'est Frank du balado Yann et Frank. je pense qu'il commence à C'est vouloir ça. utiliser le terme François Fournier pour peut-être se dissocier un peu du Frank. C'est toujours plus difficile de voir Frank sur un livre potentiellement que de voir François Fournier. Donc, j'étais surpris de voir que ces deux gars-là, finalement, incitaient les gens à voter oui. J'étais agréablement surpris. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu une exception et un accident. La droite économique, ceux qui s'en comment dire, qui disent appartenir à cette mouvance-là, je vois pas en quoi ils pourraient nourrir la cause indépendantiste, en fait. Je vois pas comment. Mhm. Ben, Euh, on les voit combattre le. Mais moi, juste parce que moi, je sais pas à quel point je me dirais de droite économique. Je me suis plus intéressé aux questions comme, c'est ça, plus à la philosophie puis mhm. à la morale. Mais est-ce qu'il pourrait pas, c'est ça, y avoir d'une part vraiment une importance, ben, une défense du principe de subsidiarité chez les
chez les gens de droite qui se disent de droite économique, ce qui est tout à Mhm. fait légitime, puis ce qui est en lien, en fait, avec un de nos principes moraux en tant que catholique, Oui. le fait de, l'espèce mettons, le modèle québécois, là, je vais reprendre des arguments très couramment utilisés, là, mais l'espèce d'État qui prend toujours et continuellement de l'expansion, Mhm. on dirait que ça arrête jamais et en fait que ça cherche à remplacer des institutions comme la famille et l'Église. Euh, Oui. il pourrait y avoir une critique légitime que la droite économique fait de ça et aussi une espèce de critique du wokisme. Moi, j'ai l'impression on en a besoin de voix qui, Oui. Mais qui viennent encore une critiquer. fois, Ouais. je pense que fois qu'il y a un danger qui est beaucoup plus rapide dans cette droite-là, euh, tu sais, c'est pour nous, comment dire, si c'est pour nous soustraire de l'État cancéreux, pour nous soumettre au capitalisme sauvage, je vois pas nécessairement en quoi c'est libérateur. Tu sais. Je pense qu'effectivement, il y a un certain niveau de libéralisme dans chaque État. Hein. Il y a plusieurs penseurs qui ont tenté de élucider c'est quoi le niveau de libéralisme nécessaire à chaque État pour prôner une certaine liberté individuelle tout en n'en bafouant jamais la liberté vraie, tu sais, qui est la liberté enclin au vrai, tu sais, au bien. Mhm. Mais oui, effectivement, actuellement, je comprends cet argument-là. Toutefois, l'union de cette droite-là, je- actuellement, il n'y a aucun véhicule qui répondrait à leur argumentaire, de toute façon. On est dans un monde d'étatisation forte où l'État prend de la place. Oui, oui, cet argument-là, je l'entends. Mais encore une fois, c'est pas ce que j'entends dans la vie de tous les jours, par contre. C'est pas ce que j'entends dans. Dans quel sens? Ben, quand on parle à des gens qui se disent liberté économique, droit économique, en gros, ce qu'ils défendent, c'est un programme libéral sauvage. Là. En gros, ce qu'ils veulent, c'est faire ce Mhm. qu'ils veulent de leur argent. Si acheter un enfant, ben pourquoi pas, ça dérange qui? La morale a été émancipée, la liberté. On parle pas de la même chose. Tu sais. Donc, je trouve ça un peu complexe. Et je pense qu'ils ont un certain. Je respecte énormément ces gars-là hein, parce qu'ils connaissent le milieu économique 10 000 fois plus que moi. Toutefois, le concept même de droite économique, j'ai un peu de difficulté quand même à le cerner et en quoi il pourrait servir la cause indépendantiste. Autre que dans l'aspect justement de la réduction de l'État. Mhm. Euh, voilà. Je suis quand même. Mhm. Je suis pas convaincu encore de cet argumentaire-là de droite Eh ben, économique. parce que je pense souvent les défauts qu'on voit. Là, encore une fois, moi j'ai réfléchi encore. Donc c'est pas ma position comme définitive. Là, je joue un peu l'avocat du diable pour réfléchir, mais Mhm. des fois j'ai l'impression les défauts qu'on voit de la droite économique, c'est son accident plus que son essence. C'est comme euh, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent, c'est ça, mettons, de droite économique, qui vont décrire exactement comment, étape par étape, comment atteindre un pays où on a une prospérité économique. Ouais. Mais après ça, pourquoi est-ce qu'on va avoir une prospérité économique? Quelle est la fin Mhm. en vue de quoi avoir une prospérité économique? Là, silence radio, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire à la droite économique? Est-ce que c'est pas possible que quelqu'un, mettons François Fournier, d'avoir ben, je pense, une maîtrise en En philosophie, philo, ouais. d'avoir quand même une vision plus complète, vraiment avoir une suite dans les idées de dire non, il y a vraiment des motivations plus profondes que juste l'économie pour l'économie. Puis en fait, ce serait possible de travailler avec des gens de droite économique qui ont une vision un peu plus globale de la société, de dire oui, on veut avoir une société prospère économiquement, mais pour avoir mettons, des familles plus Nombreux. saines et plus. Oui, ben oui, Tu absolument. sais Mais que. Ouais. c'est ça, non, je le comprends tout à fait. Puis c'est pour ça, effectivement, que je comprends pas tout à fait l'argumentaire. J'ai de la misère à me l'approprier, je te dirais bien Mhm. sincèrement. Euh, la droite économique, je la vois comme un. Du moins, les gens que je connais qui en parlent constamment, qui est un argument pour aller voter PCQ, qui est un argument pour. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le pouvoir d'achat, c'est beaucoup dans la- dans, dans l'immanence, beaucoup plus que dans il n'y a pas de transcendance dans ce concept-là. On est beaucoup dans le terrain, le profane. Et je trouve qu'il manque un peu de panache dans cet argumentaire-là. Tu sais, je pense qu'effectivement, il faut des gens comment dire, qui vont défendre la propriété privée, qui vont défendre une certaine liberté d'entreprise, qui vont, tu sais,
Mais encore une fois, tout ça va avec un autre danger aussi qui est un libéralisme, selon moi, sauvage, qui est Mhm. dans le monde à laquelle on vit actuellement. On s'y frotte tous les jours. Là. Au nom justement, au nom du droit, on peut acheter un enfant. Tu sais, on est rendu là. C'est-à-dire que Ouais. tu sais, finalement, le bien moral n'existe plus. On est au-delà de tout ça. Et finalement, tout ce qui est consentement devient légitime. Tu sais. Puis je pense que l'aspect économique, pour moi, est toujours ce combat-là un peu. Mais je suis d'accord Mhm. qu'effectivement, on manque de catholiques qui ont de l'argent au Québec. Je pense qu'on aurait besoin d'avoir des gens capables d'investir dans des institutions, capables d'investir dans les lieux catholiques au Québec. Si ces gens-là peuvent nous aider, nous éclairer, ben ça serait bien, effectivement. Mhm. Mais Mais c'est ça, parce que j'ai l'impression, évidemment, on veut pas d'une société où le commerce et la marchandisation, ça a fait qu'on va acheter des bébés puis louer des utérus, là. Mais une société où où c'est ça, il y a des opportunités. Parce que je suis pas extrêmement calé sur cette question-là, mais des fois, il me semble que des fois, le modèle québécois ou le ouais. modèle, tu sais, ça freine un peu ben, l'initiative. Puis Oui, il devrait on avoir a une une espèce scène. de modèle où on dirait Ouais. tout, parce que là, je parle aussi de pour ma génération, on dirait tout le modèle, tous les rouages à laquelle on s'attend à ce qu'on prenne, c'est pas enclin à partir d'une famille très tôt, là. Non, non, effectivement. C'est le chemin qu'on m'a proposé, c'est pas, c'est marie-toi, tu sais, rentre dans le système, euh, puis tu sais, éventuellement, après un certain nombre d'années, tu vas pouvoir te permettre d'acheter une maison, puis après ça, tu pourras avoir partir d'une famille que vous allez à peu près survivre avec 2 salaires. Tu sais, c'est Mhm. comme, je sais pas, c'est pas très excitant, juste un point de vue conservateur moral et catholique, Mhm. l'état actuel de l'économie, juste, mettons, pour la famille. Donc, je pense, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, il y aurait quelque chose à trouver dans comme une coopération des droites si on se fait, si on se fait tolérer, si on se fait Ben, moi, accepter, si c'est un on se peu fait là pas que rejeter à cause de notre conservatisme moral, là. ben, je pense que c'est un peu là que ça joue dans ma tête aussi, dans l'optique que je vois pas comment on pourrait concilier notre droite morale versus souvent un libéralisme qui, lui, est soustrait un peu à toute morale, tu sais. Puis c'est souvent Mhm. le cas de la plupart des gens qui défendent la cause de la droite économique, tu sais. Fait que c'est plus pour ça. Moi, je suis prêt à marcher. Comme je t'ai dit au début, hein, moi, je suis très, très, très œcuménique. Je vois le combat national comme quelque chose de... Vraiment, c'est une convergence qu'il faut créer de part et d'autre. Euh, moi, je suis prêt à marcher avec n'importe qui, là. Vraiment. Là. Mais je suis d'accord qu'avec toi que le modèle québécois a quand même besoin un petit remodelage, peut-être. Mhm. Ben, une autre chose que je voulais demander, euh, ben, par rapport à la droite au Québec, puis comment on l'a vu un peu comme, pas s'unir, hein, mais mettons aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain moment où la droite s'est unie récemment dans l'actualité avec la mort de Charlie Kirk. Ouais. Euh, puis juste les réactions qu'on a vues, ben, des gens qui, c'est ça, se disaient de droite économique, mais qui ont été, qui ont été les premiers à vouloir défendre ben, le droit des conservateurs religieux à s'exprimer, Mhm. puis à pas à pas subir de la violence pour avoir exprimé des Mhm. positions conservatrices Absolument. chrétiennes. Mhm. Donc, je sais pas. C'est un autre événement. Ça, c'est un événement de l'actualité. Puis Mhm. tu l'as mentionné tout à l'heure, il y avait il y avait Yann et Frank qui avaient publié sur Facebook, ils encourageaient les gens à voter pour le oui. Je sais pas, comme des événements comme ça qui me donnent un peu d'espoir pour, Oui. l'union des droites. Je sais pas si tu as la même perspective. C'est un combat qui sera pas facile, hein, sincèrement. Je pense que je passe peut-être un petit peu trop de temps sur X dernièrement. C'est un peu la guerre nucléaire là-dessus, puis je vois que de la Ouais. dissension. Hein, fait que c'est peut-être un peu ça qui fait que je perds un peu espoir. Je devrais peut-être décrocher un peu de tout ça. Mais oui, effectivement, on les a vus. Hein, la plupart des gens qui se disent de droite économique ont réagi. En fait, je vois pas. On parle de droite économique comme si c'était une étiquette qu'on nommait beaucoup, mais on ne nomme pas tant que ça. Il n'y a pas grand monde qui se dit bonjour, je suis droite économique. Euh, mais oui, effectivement, le libre choix, la liberté de parole hein, est des choses très défendues chez eux. Donc, je pense que ça aurait été
un acteur, tu sais, puis je le dis sincèrement, je pense qu'un acteur woke aurait eu des paroles intenses et aurait été fusillé sur la place publique. Je crois qu'ils auraient réagi de la même façon, hein. Fait que, tu sais, Mhm. est-ce que c'est une question de droite ou une question de libre expression? Ce sera à vérifier. Je pense que peut-être dans ces gens-là, plusieurs. Je pense que la plupart des gens, puis je vais te le dire bien sincèrement, je pense que la plupart des gens ont un enclin très, très fort à la droite morale. Je veux dire, la plupart des gens ont un respect énorme pour ces notions-là. Toutefois, dans la place publique, je pense qu'il y a une doxa, il y a une certaine pression sociale à exprimer un argumentaire qui est inverse, finalement, qui est révolutionnaire, puis qui est à l'inverse de la liberté vraie. Mais je pense qu'effectivement, dans les rangs autant de la droite économique même que de la gauche, les gens en général ou en privé ont, comment dire, ont une opinion très haute de ces valeurs-là. J'ai l'impression. Mhm. Il y a beaucoup quelque chose d'ostentatoire là-dedans, de devoir montrer visuellement et signaler ses vertus sur la place publique, mais je crois que la plupart des gens n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Charlie Kirk. Et Charlie Mhm. Kirk devient une sorte de thermomètre moral, j'ai l'impression. Pour moi, en tout cas, là, puis je le dis fréquemment, dans les conversations, au travail, tout ça, on parle de Charlie Kirk et rapidement, on est capable de voir quel type d'humain à qui on a affaire, là. C'est un thermomètre C'est 100%. incroyable. C'est une personne qui s'en attriste. Bon, on peut dire, bon, mais il y a encore un cœur, il y a encore un cœur là-dessous. Mais les gens qui s'en réjouissent ou qui sont indifférents à la mort d'un être humain, Ça a aussi été tragique. révélateur. Voilà. Et Ça a voilà. été, ça a été révélateur, ça a été choquant. Mhm. Mais non, tout à fait. Je pense que c'est très juste. Puis, changement de sujet par rapport à vraiment, puis pour revenir un peu à l'enjeu religieux, euh, je sais pas à quel point tu es à l'aise d'en parler, mais tu as mentionné plutôt que toi, ben, comme moi, tu allais à la fraternité Saint-Pierre. Mhm. Euh, Selon toi, c'est quoi le rôle et l'avenir de la messe en latin chez les jeunes catholiques au Québec? Est-ce que c'est quoi ben, est-ce qu'il y a des excès qu'on devrait éviter? Est-ce que Mhm. ce phénomène-là des jeunes à la messe en latin, ça répond à une question, à des enjeux? Serait quoi ta perspective par rapport à ça? Ouais, mais on peut se replacer dans le contexte de Vatican II, hein, juste pour le nommer des fois aux gens qui connaissent un peu moins Vatican II, mais reste qu'il y a quand même il y a eu une révolution liturgique, là, on va se le dire, un changement liturgique majeur qui nous a fait passer de messes solennelles de 2 heures à en gros à des messes de 40 minutes, 35 minutes. Le danger, je pense, de ce qui guette comment dire, la tradition, là, ce qu'on appelle les tradis, euh, c'est un excès de zèle. Je pense, dans la façon de véhiculer le message de la messe. Ce que j'apprécie beaucoup de la fraternité Saint-Pierre, c'est que ben, il y a une union avec Rome qui est un peu plus claire, mais aussi une liturgie que je trouve qui est très mitoyenne, c'est-à-dire qui est capable de faire des messes relativement efficace sans tomber dans un genre de zèle apostolique de faire 8 messes par jour qui durent 2 heures chaque, là. J'ai l'impression qu'il y a ça dans Vatican II qu'on oublie souvent. J'ai lu des témoignages de gens qui avaient fréquenté l'Église avant Vatican II, puis après, puis c'était pas des woke, là. C'était pas des rupturistes, c'était pas des révolutionnaires, et qui appréciaient grandement le changement liturgique. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement que j'apprécie tout de Vatican II, seulement, il y avait je pense, une liturgie qui était peut-être un petit peu plus au niveau réel de ce que la modernité nous offrait. Un monde rapide, un monde qui demande beaucoup, un monde effervescent. Je pense que le danger qui guette actuellement, et ce que j'entends beaucoup dans la tradition, c'est des rites extrêmement longs, lourds, parfois un peu contraignants, quoique lors d'une conversion, moi le premier, j'étais prêt à prendre des messes de 4 heures de Pâques, puis mais effectivement, quand la vie quotidienne embarque, la famille embarque, je crois que c'est ce zèle-là. Il y a aussi, selon moi, le fixisme historique. Ça, c'est un grand, grand problème, selon moi, de la plupart des gens qui se tiennent dans le milieu traditionnaliste. C'est un fixisme historique bref, qui est immobile. Mhm. Qui sont un peu gelés au siècle d'Ignaz Bourget et qui, on dirait, ne bougent plus de là.
C'est-à-dire Mhm. qu'on vit comme autrefois. Tout ça rayonne très, très peu, j'ai l'impression. Donc, c'est le danger, je pense. Une fermeture de ces paroisses-là, une certaine fermeture, justement, de ces paroisses-là due à ce fixisme historique-là, puis un zèle, je pense, un peu grand. Des fois, un peu un manque d'amour, je vais le dire sincèrement, puis un danger qui guette quand même certaines paroisses tradies d'être beaucoup dans la scrupule. Il manque un peu de charité, je trouve, parfois, dans ce Mhm. zèle pour le salut-là qui, parfois, je pense, prend un peu trop de place. Euh, Ben, peut-être pour résumer tout ça, des fois, on prend l'accident et on le traite comme l'essence. mhm, Je veux dire, par exemple, là, peut-être, je sais pas à quel point on sera d'accord avec moi. Moi, avant d'être un amateur de la messe en latin, je suis catholique. mhm. C'est-à-dire, si j'avais pas accès à la messe en latin, j'irais à la messe Novus Ordo et ce Oui. serait comme ça, tu sais. Mhm, C'est avant tout, je suis catholique et ça, c'est l'essence. Et le fait que je préfère la messe en latin, c'est là que j'y vais depuis ma conversion mhm. à l'âge de 15 ans, tu sais, ça, c'est un accident. C'est pas ça qui me définit, qui définit mon identité en tant que catholique. Mhm. Puis des fois, puis c'est ça, on dirait, on pourra en parler longuement là, par rapport à la fraternité Saint-Pédis et la fraternité Saint-Pierre. Je veux pas créer de polémique parce qu'il y a comme un terreau à lapin théologique assez considérable Oui, oui, dans quoi absolument. s'embarquer, mais moi j'ai vraiment un problème avec traiter les gens qui vont au Novus Ordo comme une autre religion. Et Oui, ça, oui. on me l'a dit parce que je suis allé à la fraternité Saint-Pédis pendant 3 ans avant d'aller à Mhm, la fraternité Saint-Pierre. Mais littéralement, c'est ce qu'on me disait parfois, mhm. que ces gens-là ont une autre religion. Une autre église. Ouais. Il y a deux J'ai églises. vraiment un problème avec ça. Ah oui, Ouais. c'est pour ça que le cédévacantisme guette énormément ces gens-là. J'ai un saint respect pour la fraternité Saint-Pédis, ne serait-ce que pour l'école Sainte-Famille qui offre à mes enfants une scolarité catholique incroyable. Ils ont une demi-heure, 1 heure de catéchisme par jour. C'est incroyable que mes enfants ont la chance de vivre, tu sais. Euh, Sauf qu'en même temps, effectivement, il y a ce dédain-là, ce scrupule-là de la nouvelle messe qui est épeurant. Hein. On finit par croire qu'il y aurait peut-être 2 églises. Dans les faits, quand on nomme, on parle aux paroissiens, puis je m'amuse souvent à taquiner un peu à taquiner le tradit, comme je dis. J'aime un peu nommer les choses. Puis vous, là, le pape, là, est-ce que c'est vraiment le pape? Ou il se passe quelque chose? Puis à toutes les fois, j'ai la même réponse. Hein. Puis c'est tout le temps là, ça me fait un petit peu peur. C'est tout le temps oui, 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 mais je suis comme OK, mais il y a un enjeu justement là, à ce moment-là. Il y a un danger vraiment que ces paroisses-là guettent vers une hérésie majeure qui est justement ces dévacantismes-là. On en a vu beaucoup quitter, être atomisés par ces choses-là. Et il faut être prudent avec tout ça. Et je pense que de plus en plus, je pense que les prêtres, les prieurs, tout ça sont vraiment en mode comment on est capable de ne pas faire glisser nos gens dans cette pente-là, tout en Ouais. étant la fraternité Saint-Pédis, là. Ouais. Mais Mais j'ai rencontré des prêtres qui condamnaient le sédévacantisme, là, qui n'avaient pas oui, peur oui, la de le plupart le condamner. font, Mais oui. mais j'en ai rencontré d'autres qui disaient que personnellement, ils n'étaient pas sédévacantistes, mais que tu sais, c'est une possibilité. On peut pas vraiment savoir, mais dans le doute, on doit quand même dire que le pape est le pape. Mais tu sais, Ouais, c'est là, la il y a vraie Église, je pense, c'est quoi? Il disait que ben, les 4 notes de l'Église, là, une sainte, catholique et apostolique, ouais. ça se retrouve dans la fraternité Saint-Pédis. Donc, Mhm, c'est la fraternité Saint-Pédis, la vraie Église. mhm. Tandis que, ben là, implicitement, ça revient à dire que Rome fait plus vraiment partie de la vraie Église. Mais comme, Oui. c'est juste, c'est vraiment une espèce de milieu entre les deux, mais qui peut glisser d'un côté, d'autre l'autre. Moi, je suis content d'avoir glissé du côté de Rome, là, Oui. euh, mais j'aurais pu glisser de l'autre côté. Mais Donc, je pense, ouais, on aura la discussion au moment où ils vont devoir. Tu sais, honnêtement, il va y avoir une rupture aussi. Disons-le, il mhm, va y avoir une rupture. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils vont devoir renommer tu sais, pouvoir ordonner, parce que là, ouais. la plupart des évêques sont vieillissants. Là. Ben, il y Donc en là, avait ce qui se 4, passe, il en reste 2, là. c'est ça. Donc là, à partir Ouais. de là, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un ralliement complet vers Rome à opérer ou une rupture complète.
Mhm. Parce qu'il va falloir Puis, qu'il va y avoir plusieurs points auxquels ils vont avoir à concilier, là. mhm. Puis là, dis-moi si tu es à l'aise de répondre à ça, là, sinon je couperai au montage. Mais toi, est-ce que tu as déjà fréquenté la Fraternité Saint-Pédis? Oui, oui, absolument. C'est Oui. ça. Puis est-ce que mettons, pendant combien de temps, puis c'est à partir de quand que tu as changé vers la Fraternité Saint-Pierre? En fait, j'ai pas changé officiellement vers la Fraternité Saint-Pierre. Moi, j'ai comme je me fais un devoir, tu sais. J'ai fréquenté en fait la Fraternité Saint-Pédis pendant environ 5 ou 6 ans, d'où j'ai connu l'abbé Berthaud, hein. L'abbé Berthaud est un saint prêtre. Sincèrement, c'est lui qui m'a converti. Un saint prêtre, un para-français qui nous a marqué, là. Justement, une peinture de lui ici derrière, là, un avion qui survole Nuremberg. C'est lui qui l'a fait pour moi. Puis c'est ça, et j'ai pas changé officiellement pour Saint-Pierre. J'ai voulu réinvestir un peu les paroisses. C'est un peu mon besoin qu'on n'a pas discuté, mais la raison pour laquelle je suis en théologie aussi, c'est il y a comme un besoin de réinvestir les paroisses diocésaines, hein, Mhm. sont mortes, là, ou à peu près, là, état de mort vivant actuellement. Donc, finalement, j'ai été 5 ou 6 ans à temps plein à Saint-Pédis, puis finalement, j'ai changé vers Saint-Pierre en alternance avec des paroisses diocésaines Ok, ok, je comprends. standards, comme à l'ancienne Lorette, là, Notre-Dame de l'Annonciation. Donc, voilà, tu sais, moi, je voulais vraiment faire comprendre à mes enfants d'abord qu'il y a une Église et qu'il n'y en a pas deux, qu'il n'y en a pas trois. Mhm. Il y a une Église. Puis c'est important de le ramener constamment à nos enfants. Parce que même des fois, les enfants me ramènent des questionnements de l'école, tu sais, puis OK, ben là, la nouvelle messe, c'est-tu valide? C'est-tu pas valide? Là? Ça devient compliqué, tu sais. On pose la question à la plupart des paroissiens là-bas, puis c'est-tu valide? Ouais, mais pas tant, ça dépend de l'intention. Bon, là, un enfant peut pas comprendre ça. Un enfant a besoin de lignes directrices claires, Ouais. tu sais. Mhm. Donc, il y a une église, il y a deux types de messes. Une que je préfère, qui est la messe en tridentine. Mais en soi, Mhm. tu sais, j'ai vu des messes dites conciliaires qui sont excessives, sont parfaites. J'ai vu des messes parfaites, des homélies parfaites. J'ai vu des prêtres qui m'ont surpris de part et d'autre, hein. Autant des sermons virils et, comment dire, formateurs de l'abbé Berthaud, très théologiques, ou des homélies extrêmement, comment dire, qui pourfendaient l'avortement, l'euthanasie. J'ai connu un prêtre, un de mes bons amis, justement, qui est maintenant rendu dans l'Ouest canadien, mais Mathéo, un prêtre incroyable, qui a la même vision de moi de la morale en général, Mhm. mais qui est quand même prêtre, tu sais, dans les diocèses. Donc, finalement, je pense qu'il y a plus de gens qui pensent comme nous dans les diocèses qu'on ne le croit. Je pense qu'ils s'adaptent, par contre, à la clientèle majoritaire des églises actuelles. La clientèle, c'est un peu Ouais. difficile comme mot, mais je pense que souvent, ils édulcorent leur message pour tenter de plaire à une certaine génération qui est issue quand même d'une très grande révolution, là. Ouais. Euh, donc, il y a un peu de ça, ouais. Mhm. Donc c'est ça, on vient d'aborder un peu les sujets par rapport à l'Église, puis la messe en latin et tout ça. Toi, je sais que c'est pas vraiment ça ta spécialité dans la théologie. Est-ce que tu pourrais nous dire, mais il y a peut-être d'autres choses qui t'ont poussé à t'intéresser à la théologie. Est-ce que tu pourrais comme nous dire initialement c'est quoi qui t'a intéressé dans la théologie puis qui t'a poussé à faire des études? Là, je pense que tu as des certificats. Ouais. Ouais. Mais c'est une très bonne question parce que, sincèrement, moi, c'est la théologie, souvent, moi, en fait, la philosophie, la théologie, tout ça, c'est des domaines de l'académique. Puis l'académie est un lieu théologique, hein. L'académie en soi est un lieu théologique qui est intéressant. Moi, j'ai un peu parfois de difficulté à cet hermétisme-là que peut amener l'académie. Moi, ce que j'aime, c'est rendre audibles les choses. Je suis un gars qui vient du peuple, finalement, puis j'aime redonner au peuple ce qui lui revient. J'aime pas beaucoup le cantonnage de l'académie. Donc, pour moi, la théologie est une façon d'essayer de comprendre, du moins, ce qui s'est passé dans les années 60 au Québec. Moi, c'est majoritairement ça qui m'appelle. Étant moi-même un éducateur de formation, maintenant, je suis rendu à la direction d'une organisation dans le communautaire. Euh, Ce qui m'a amené à m'intéresser à la théologie, c'est de comprendre la rupture, justement, qui s'est passée. Comment on est passé de l'aide pro bono, finalement, des diocèses, des paroisses,
qui s'occupait à 99,9% de ce qui était du soin aux nécessiteux, au loin du monde, aux marginalisés, et qu'on est passé dans un monde finalement qui a rendu salarial l'aide au prochain. Finalement, on a transformé la vocation qui vient du mot invitation, finalement, qui est une vocation qui vient de Dieu, finalement, des acteurs qui s'occupaient des nécessiteux, pour finalement transformer ça en état un peu monstre qui se doit, pour fonctionner, d'engager des gens à des salaires souvent qui ne rendent pas dignes. Là. Finalement, on a des travails qui demandent excessivement de force morale. Puis finalement, on soupait ces gens-là finalement, qui maintiennent en vie le tissu social. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'a amené vers ce. C'est pas oui, c'est l'histoire du Québec, oui, c'est l'histoire de l'Église, tout ça, mais d'abord et avant tout, la question des pauvres et des faibles, finalement, qui ont toujours été gérés par l'Église et que du jour au lendemain, on a congédié l'Église assez drastiquement là, en 10-15 ans. Et puis maintenant, on a vu une myriade d'organisations parapubliques communautaires tenter de joindre les deux bouts avec des salaires de crève-faim pour essayer de maintenir ces gens-là dans la cité, finalement, sans les laisser mourir, mais qui demandent un effort surhumain constant de ces gens-là, qui est une infime partie de la société qu'on ne voit pas nécessairement fonctionner. Mais cette gauche communautaire-là, que j'aime appeler, et comment dire, est un peu fait quand même partie historiquement, ce qui faisait partie de l'Église, ce qui faisait partie du tissu social chrétien. Et je pense qu'on tente de l'oublier beaucoup. Hein. On a comme. On ne pense plus beaucoup de nos jours. Puis même la plupart des paroisses diocésaines n'ont plus nécessairement tous les leviers pour pouvoir agir auprès des pauvres. Hein. Ils ont très peu de moyens. Mmh. Ce qui fait qu'on relègue à l'État, finalement. On relègue à l'État tous les enjeux des loin du monde. Et c'est un enjeu qui m'a toujours interpellé. À savoir Mmh. pourquoi et comment on a tenté d'expliquer cette mutation-là, finalement. Hein. Comment une sœur hospitalière qui pouvait passer 25 heures en ligne à soigner un tuberculeux en faisant des rosaires, tu sais, à un éducateur spécialisé payé 22 piastres de l'heure, tu sais, ou une infirmière auxiliaire payée 16 piastres de l'heure, tu sais, qui tente de faire son travail. Comment on est capable d'administrer un monde dans lequel, comment dire, la transcendance n'existe plus? On est littéralement Mmh. dans un échange marchand pour donner du sens à la charité. Tu sais. La charité Ouais, est ben un don. La charité est une vertu théologale. Elle n'est pas du tout autre chose que ça. On a tenté de rendre monnayable quelque chose qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'on n'arrive mmh. jamais à aucun consensus. Le don de soi, la charité, n'a pas de chiffre. Donc, c'est un enjeu qui me touche quotidiennement. Là, je le vois dans le travail dans lequel j'ai. Donc, c'est ce qui m'a amené d'abord et avant tout à m'intéresser à la question théologique, à comprendre ces enjeux-là conceptuels de comment on a fait tenter de faire muter le concept de charité vers quelque chose d'un échange marchand, finalement. Mmh. Ben, c'est comme ça me fait penser, je veux dire, quand je vais avoir des enfants, là, la question, qui pour certains, la réponse serait évidente, là, mais est-ce que je vais les envoyer à la garderie? Puis moi, ma réponse, c'est je voudrais pas. Je veux dire, c'est Mmh. comme je je veux pas que la majorité du temps que de mon enfant, ce soit avec quelqu'un qui est payé, qui est payé pour Mmh. le faire. Juste ça, ce concept-là, ça me Ben rend comme oui, mal à l'aise. ben oui. Heu, donc puis là, c'est peut-être idéaliste, puis peut-être qu'on va me dire, «Bon, tu sais pas, tant que t'es pas parent», puis, bon, fair enough, comme on dit, là. C'est tout à fait légitime comme, comme objection, mais juste ça, en tant que tel, ça me rend mal à l'aise, cette idée-là de, comme, envoyer mon enfant ben, ça, c'est un exemple qui me touche, là, de l'enjeu que tu parles, là. C'est comme envoyer mon enfant se faire élever par un salarié de l'État, c'est comme moi, ça me tente Ouais, pas du tout, puis là. mais non, puis effectivement, puis même que ne serait-ce qu'au niveau de la cohérence du mouvement féministe, ça n'a pas de sens. De dire qu'il y a des femmes de classe supérieure et des femmes de conditions inférieures, je veux dire, pourquoi une femme se devrait d'élever l'enfant d'une femme qui devrait travailler, qui, elle, son travail aurait une valeur supérieure à celle qui élève l'enfant de l'autre? Je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose d'incohérent, je trouve, dans tout ça à la base. Tu sais, puis c'est le même principe pour les centres d'hébergement à soins longue durée pour les personnes âgées. Hein. C'est la même chose. Pourquoi on a largement commencé à, en bon français, stacker nos gens dans les centres d'hébergement, puis laisser l'État gérer ces mouroirs-là? Il y a cet enjeu-là.
l'enjeu de vie en général. Et tout ça rejoint au niveau de la bioéthique à une certaine considération de la vie. À partir du moment, Ouais. l'enfant très très jeune n'a peu ou pas d'importance et la personne très très vieille n'a peu ou pas d'importance. Ouais. À partir du moment que leur fonction exécutive est plus au maximum dans la cité, ben on doit les éteindre et de les mettre de côté. Mhm. Donc oui, je comprends vraiment ce que tu énonces comme problématique. Nous, on a répondu à ça. Mon épouse et moi, on s'est dit qu'à partir du moment qu'on avait des enfants, elle demeurerait à la maison pour s'en occuper. Puis Mhm. c'est ce qu'on fait. C'est très difficile, on va se le dire. Financièrement, ça demande quand même quelques sacrifices. Là. J'ai pas d'Xbox, puis j'ai pas de PS5. Mais ça demande je trouve que c'est des sacrifices qui sont simples, puis comment dire, qui replacent les choses au bon sens, qui nous permettent d'avoir une Mhm. vie familiale qui a beaucoup plus de sens que le boulot Costco dodo que la plupart des couples vivent finalement, hein, qui nous amène directement au naufrage, là, finalement. C'est sûr à 100 Mhm. hein. La plupart des couples qui ont 2 ou 3 enfants, qui vivent 2 carrières séparées, 2 ambitions carriéristes séparées, ça finit la plupart du temps en échec. En échec. Mhm. Puis, dernière chose que j'aimerais aborder parce que je sais quelque chose comme ben, c'est ça, le travail des femmes à la maison. Ben, le, 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 le fait que les femmes restent à la maison sans travailler. À un moment donné, Hum, je suis allé au cégep du Vieux-Montréal. Je sais pas si tu es familier avec ça, avec ce cégep-là. Là. C'est le cégep le plus. Bon, un des cégeps avec, avec les réputations les plus gauchistes là, à OK. Montréal. C'est comme l'étape d'avant. C'est Lucam. comme le petit frère de l'UQAM. Là. Ouais, ouais, c'est C'est l'étape vraiment d'avant. l'étape d'avant. Ouais. Euh, et je voyais des affiches qui disaient c'est comme des comités féministes qui militaient pour la rémunération du travail domestique. Donc, Hum, c'est ça que les femmes qui restent plus de temps au foyer soient payées par l'État, reçoivent comme un salaire. Puis là, mhm, ça m'a fait réfléchir parce que d'un côté, il y a quelque chose de vrai, de reconnaître que malheureusement beaucoup de féministes ne font pas, là, reconnaître la valeur du mhm, travail d'une femme à la maison, là, parce que qui est une tâche aussi légitime que le fait d'avoir un emploi de 9 à 5. Là. mhm, Mais d'un autre côté, il y avait quelque chose dans moi qui n'était pas à l'aise avec ça, de comme mhm. monnayer la vie familiale. Je sais pas, Ouais. Ben, euh, c'est pas déjà ce que l'État fait avec les allocations, tu sais, d'une certaine façon. ben, Je veux dire, c'est un bon point. je reçois environ 50 000 par année actuellement de l'État, du gouvernement fédéral et provincial réunis pour avoir mes enfants. Là. Donc, je veux dire, mais de rendre salariable et monnayable en termes d'heures, ils vont faire comment? Ils vont se dire un enfant, 40 heures semaine, 2 enfants. Et ça devient un peu Je sais pas. difficile. J'ai aussi un enjeu éthique, je trouve, par rapport à la façon de traiter la question. Je pense qu'il y a des politiques natalistes fortes, c'est-à-dire de subventionner les familles à l'achat d'un terrain, exemple, à accéder à la propriété. Tu sais, on se dit en Nouvelle-France, après 6 enfants, tu avais un terrain gratuit. Tu sais, il y a des choses à faire. On n'est plus à ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de rendre la femme salariée, il y aurait probablement moyen de subventionner les familles, par contre. Tu sais, Mhm. effectivement, en Hongrie, on le voit, là, c'est 2 enfants, accès à la propriété directement. Il y a vraiment des facilitateurs qui sont instaurés comme ça, qui sont, je trouve, plus Mhm. intéressants que encore une fois, de rendre quasiment de l'ordre de la marchandise. Là. Un enfant, si tu sais ce que c'est un produit, ça Ouais. devient complexe. Ben, idéalement, on aurait juste une économie où un salaire serait suffisant pour vivre correctement, là. Oui, oui, effectivement. J'ai l'impression que ce serait ça. Puis à une certaine époque, on l'avait, puis aujourd'hui, on l'a plus. Mhm. Et là, c'est là que mes compétences en économie s'arrêtent. Là. C'est le seul constat que je suis capable de poser. Là. Je sais pas, pour une raison ou une autre, à une certaine époque, c'était possible. Maintenant, ce l'est plus. Mais Ouais. non, c'est définitivement un sujet très intéressant, là, comme ben, c'est ça, comme tu dis, des choses qui n'étaient pas monnayables, qui n'étaient pas considérées comme monnayables à une certaine époque, qui le sont considérées comme aujourd'hui. Mhm. Non, c'est définitivement ben, une très bonne raison de s'intéresser à la théologie. Puis c'est pas juste quelque chose d'abstrait comme purement Mhm. intellectuel, il y a vraiment quelque chose de concret qui touche au plancher Mhm. euh, dans tout ça. Donc, non, c'est vraiment très, très, très intéressant comme sujet, puis je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant très Oui, longtemps. Là. effectivement. Mais là, je vois le temps qui file. Simon Demers,
Je te remercie énormément d'être venu me parler de ton projet, la maison d'édition Avant-Garde, toute la vision philosophique et politique derrière. Euh, donc, c'est ça. Encore une fois, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tu as des projets qui s'en viennent prochainement qu'on pourrait soutenir, que tu voudrais que les gens aient regardé par rapport à ta maison d'édition? Oui, actuellement, tout chaud, là, on vient de recevoir le dernier livre, en fait, là, de Jean-Claude Dupuis, donc qui est un historien québécois très intéressant. Donc, c'est le deuxième livre, troisième livre, en fait, officiellement, qu'on publie de lui. Donc, il se nomme Maître chez nous, avec un point d'interrogation. Un regard critique sur la Révolution tranquille. C'est un livre qui date, c'est-à-dire que c'est un livre que Jean-Claude avait déjà commencé à écrire par le passé. Toutefois, il y avait un très long chapitre sur Maurice Duplessis qui faisait que finalement, le livre devenait une sorte de deux tiers Maurice Duplessis, un tiers Révolution tranquille. Là. Donc, finalement, on a comme affiné un peu la recette pour finalement revenir avec un livre qui est une belle synthèse d'une vision un peu, comment dire, sans être négatif, une vision un peu amère quand même des fruits de la Révolution tranquille. Je pense que, sans vouloir rejeter tous des fruits de l'ébullition politique, parce qu'on va se le dire, le fait de nommer le sujet canadien-français, de nommer le projet d'indépendance québécoise était important dans ces années-là, et je le congédie pas du tout complètement. Toutefois, ben, il y a eu quand même l'American Way of Life qui est arrivé. Il y a eu la Révolution en général au Québec, la Révolution tranquille, mais aussi la Révolution sexuelle, la Révolution 68 heures en France. Donc, un moment d'ébullition, de décolonisation, d'explosion des mœurs, de renversement total. Ce livre-là, en gros, fait une sorte de synthèse de ce qui s'est passé au Québec, justement avec la réforme parent au niveau de l'éducation, au niveau justement de la mort de Maurice Duplessis. Hein, on va se le dire, Maurice Duplessis qui est mort en 59. C'est dur à dire des fois. Est-ce que la révolution a commencé au moment où Maurice Duplessis est mort? C'est presque jour pour jour le début de la Révolution tranquille lorsqu'il est décédé. Donc, c'est de voir avec une sorte de recul les fruits qu'ont amené la Révolution tranquille. Donc, je vous le conseille fortement. C'est Jean-Claude Dupuis, un historien incroyable. Là, je le répète, là, une plume très directe, très concise, mais qui nomme le réel et qui, Jean-Claude étant un catholique aussi. Donc, Jean-Claude amène une plume, amène une vision d'esprit qui est plus critique un peu. On peut regarder un peu plus comment dire, les acteurs importants de ces années-là, puis prendre un recul intéressant. Donc, je vous le conseille fortement. Et allez voir notre boutique en ligne, là, avantgarde.québec. Et vous trouverez tout ce qu'il faut là, comment dire, pour satisfaire quand même une bonne petite partie de, plusieurs types de livres, là, mais on commence un peu l'essai, on commence aussi un peu la poésie, un peu aussi. On essaie vraiment d'aller dans tout ce qui est la culture québécoise peut nous apporter. Là. Donc, vous irez voir ça. Parfait. Donc, c'est assez facile à trouver sur Internet, les maisons d'édition Avant-Garde, Oui. cofondées par Simon Demers. Merci encore beaucoup d'être venu Merci à toi. pour la J'apprécie beaucoup ce que vous conversation. faites, hein, Action Vitale. J'apprécie énormément. Puis c'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec toi ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à tous les auditeurs d'être venus, d'avoir écouté ça. Je vous rappelle que on est présent non seulement sur YouTube, on est présent sur les autres réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram. On a notre propre site web, actionvitale.ca. On a aussi un Patreon pour du contenu exclusif. Et je pense que c'est tout. Vous pouvez aller consulter tout ça si vous êtes intéressé au travail d'Action Vitale. Et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu.